la plateforme REMA qui nous a invités à ce partage de savoir. Et donc, comme ils l'ont dit, je suis chirurgien urologue et je suis enseignant de cette matière-là à l'Université d'Abou-Calavi au Bénin. Je voudrais saluer tous nos participants de différents pays africains et ailleurs du monde qui nous suivent. Alors, un instant, je me mets en mode pays, en mode plein écran. Voilà. J'espère que l'écran est visible. L'écran est visible, j'espère. Oui, professeur, c'est visible. OK, merci beaucoup. Donc, on va y aller. Alors, donc, ce matin, nous allons parler des dysfonctions érectiles. C'est à dessein que c'est au pluriel. Il y a plusieurs dysfonctionnements qui touchent les réactions masculines, j'entends. Nous allons mettre surtout l'accent sur un aspect. Je voudrais commencer par cette citation de Léonard de Vinci, que nous connaissons tous comme un célèbre savant multidisciplinaire, qui dit que c'est un organe qui n'obéit pas aux ordres de son maître, qui essaie d'avoir une réaction sur commande, mais qui se dresse librement pendant le sommeil. C'est pour dire qu'il y a une part de mystère qui préoccupait déjà nos anciens dans la science. Ils n'arrivent pas à comprendre cet organe qui, quand l'homme est dans la situation donnée, il n'y a pas de réaction. Et c'est quand il ne veut pas que cela réagisse. Il pense donc que Vinci pense que cet organe a un cerveau qui lui est propre. Je voudrais vous proposer une petite réflexion à laquelle nous allons répondre à la fin de la séance. Donc, quelle est la cause la plus fréquente des troubles? Est-ce que les causes sont psychologiques, vasculaires, hormonales et iatrogènes? Je nous laisse réfléchir pendant tout mon exposé. Et à la fin, nous allons voir s'il y a une cause qui est vraiment prédominante ou bien est-ce qu'il y a plusieurs causes. Donc, je vous laisserai quelques secondes pour prendre note de ces différents systèmes de réponse. Alors, nous commençons par les définitions. Définitions que nous avons trouvées et que l'OMS recommande, et que plusieurs sociétés savantes qui s'intéressent à ce sujet ont utilisé. C'est l'incapacité à obtenir ou à maintenir une érection suffisante pour avoir un acte sexuel satisfaisant. Dans cette définition, il y a 3 notions importantes. Allô? Nous vous recevons, professeur. Le son est parti. Nous vous recevons. C'est bon, je ne sais pas si vous m'avez vu rapidement. J'ai bien envie de couper la vidéo et de passer. Bon, il serait préférable que la vidéo soit allumée. Ça va nous permettre de mieux vous suivre. OK, d'accord. Bon, maintenant, est-ce que ça passe maintenant? Oui, ça marche. OK, d'accord. Donc, je disais que c'est une incapacité à obtenir ou à maintenir. Et donc, il y a trois notions importantes dans cette affaire-là. L'obtention. Donc, il y aura des patients qui vont avoir des difficultés à obtenir l'érection. Et il y en a qui vont l'obtenir, mais qui ne pourront pas le garder pendant une durée donnée, pendant au moins la durée de l'acte sexuel. Et puis, il y en a pour lesquels ce sera maintenu, mais à la fin de l'acte, ils vont sentir qu'ils ne sont pas satisfaits. Soit parce que c'est trop court, c'est trop long, bien voilà. Donc, c'est important que nous puissions avoir tout ça là, en interrogeant les patients, que nous puissions parcourir quel aspect de l'érection est problématique. Nous savons que dans l'ancienne, il y a encore des littératures dans lesquelles vous verrez le mot impuissance. Mais l'impuissance est un terme péjoratif parce que cela renvoie surtout à l'impuissance du médecin à traiter. Il y a quelques années, on n'avait pas de solution efficace à 100%, mais aujourd'hui, nous pensons que beaucoup de moyens sont disponibles pour traiter les dysfonctions érectiles. Donc, le médecin n'est plus impuissant. Le médecin, je veux dire aussi l'agent de santé, n'est plus impuissant à traiter l'acte sexuel et les pannes sexuelles.
Mais impuissance également, c'est comme une condamnation, un jugement porté sur le patient qui vient vous poser un problème. Le patient vous dit, docteur, j'ai une maladie, et vous dites, tu es impuissant. Donc ça, c'est quand même un jugement. Les francophones proposent le thème insuffisance érectile. Comme nous avons l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, mais la dysfonction érectile, c'est un mot qui est tiré de l'anglais, traduction littérale de l'anglais. Et donc, ça s'est imposé. Mais en bon français, on devrait dire insuffisance érectile. Pour qu'une dysfonction érectile soit considérée comme problématique, il faut au moins 3 mois. Il faut au moins 3 mois chez les personnes qui n'ont pas été opérées. Un patient qui a subi une chirurgie du pelvis, de la prostate, par exemple, ou bien une pervétomie, ce patient-là, dès le lendemain, on peut le catégoriser comme ayant un problème d'érection. Mais un patient qui n'a pas d'antécédent chirurgical, on peut le laisser environ 3 mois avant de consacrer qu'effectivement son problème d'érection est problématique. Alors, nous n'allons pas parler ce matin des autres troubles de la sexualité de l'homme. Je vais parler des troubles de la libido, c'est-à-dire les désirs, du désir, les troubles de l'éjaculation, que l'éjaculation soit prématurée, c'est-à-dire que survenant avant le désir de l'homme, ou bien que l'éjaculation soit retardée, survenant trop tard, ou les troubles de l'orgasme. Donc, ces troubles-là, nous n'allons pas les aborder ce matin, sinon notre temps serait insuffisant. Je disais, pourquoi en parler? C'est ce que certains appellent l'intérêt du sujet. Pourquoi en parler? Nous devons en parler parce que, je remercie à nouveau encore Réma pour cette opportunité. Nous en parlons parce que c'est un sujet, c'est le gros problème des hommes. C'est en termes de santé, on n'en parle pas assez, mais je pense que ça ne dépasse le paludisme de VIH-Sida en termes de plaintes de santé. Malheureusement, ce n'est pas investigué, surtout en Afrique, où nous avons très peu de données populationnelles. Vous ne verrez pas dans les enquêtes de santé ou bien dans les enquêtes de la STEP ou bien les enquêtes de EDS, vous ne verrez pas de questionnaire sur la santé sexuelle des hommes. C'est un problème majeur. Donc, nous en parlons parce que c'est une plainte fréquente des hommes. Un homme sur deux après 50 ans risque de souffrir de problèmes d'érection et un homme sur trois après 40 ans. Alors, donc, si parmi ceux qui me connaissent, les gens qui sont dans la quarantaine, qui sont soit il y en a 2 tiers qui ont échappé à ça, ou bien qui sont dans le tiers qui en sont déjà sans le dire. Il semble que les hommes mettent beaucoup de temps avant de consulter pour ce problème-là. Parfois, jusqu'à 4 années entre le début des symptômes et la présentation devant un médecin traitant. Nous en parlons également parce qu'il y a plusieurs études qui ont démontré que la dysfonction érectile est un symptôme sanguin. C'est-à-dire que la dysfonction érectile permet de révéler des maladies sous-jacentes. Notamment, la plus connue, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc, une maladie érectile, une insuffisance érectile peut donc être une situation de découverte d'une maladie cardiovasculaire, si bien que nous pensons que l'érection peut être le gardien du cœur. Nous en parlons également parce que, comme je le disais tantôt, parmi les patients qui ont des réactions, il y a 18% environ qui présentent une hypertension artérielle, découverte fortuite à l'occasion d'un trouble de l'érection. Alors, je me suis dit, pour faire rire un peu les gens, que au lieu de dire bonjour, ça va le matin, on doit se demander, mais monsieur, est-ce que votre tête, ça va ce matin? Puisque on peut s'interroger, est-ce que tout va bien? Si le sexe va, est-ce que tout va? C'est une question à méditer par nous tous. Je voudrais vous faire un peu de rappel de l'anatomie du pelvis masculin, que certains parmi nous ici connaissent. Je vois en ligne beaucoup de sexologues, des urologues, des médecins généralistes. Je pense que ce schéma d'anatomie n'est plus inconnu pour d'entre nous. Mais juste un peu de rappel. En jaune ici, c'est une coupe sagittale du pelvis masculin. Donc, nous avons ici le devant, ma flèche bouge, et vous avez ici le derrière. Donc, nous avons en jaune, nous avons la vessie, qui est le réservoir des urines en démission, et nous avons ici en rose la prostate, qui est traversée par du canal. Un canal qui est l'urètre, et l'urètre, c'est un canal par lequel aussi bien l'urine que le sperme vont sortir au moment soit de la mission ou bien au moment de l'éjaculation. Nous avons ici un organe important, la vésicule séminale,
qui va contribuer pour beaucoup au volume de sperme qui va sortir. Alors, vous voyez cette zone-là qui est juste au-dessus de la prostate. Vous comprenez que toute lésion dans cette zone-là, toute lésion dans cette zone pourra porter atteinte à l'érection, et ainsi que toutes les maladies de la zone de la sphère périnéale, neurologique, traumatique, tumorale, toute maladie qui va intéresser cette zone-là aura un impact sur l'organe érectile, et cela va, nous allons le voir dans les causes plus tard. Vous comprenez également que le testicule qui est ici, il est un peu loin, et que ce n'est pas lui qui envoie directement le liquide qui sort lors de l'acte sexuel. Donc, lors de l'acte sexuel, ce n'est pas le liquide qui sort, le testicule qui sort, qui vient, qui est émis, mais ce liquide qui sort vient plus du réticule séminal de la prostate, de par le glande. C'est juste un rappel. Alors, dans une coupe de la verge elle-même, nous allons voir rapidement que l'organe copulateur masculin est constitué de trois organes, trois corps érectiles. Nous avons les deux corps caverneux qui sont centrés par l'artère caverneuse. Cette artère, ce sont par elle que vont arriver le sang oxygéné, qui vont dilater les espaces sinusoïdes pendant l'acte sexuel, pendant l'érection. Nous avons le corps spongieux dans lequel passe l'urètre. Donc voilà, dans les trois corps érectiles, nous avons les deux corps caverneux, le corps spongieux, qui permettent à la verge d'avoir une érection, d'avoir une rigidité. Du même, vous comprendrez que s'il y a une atteinte de l'artère caverneuse ou bien des veines, quelque maladie que ce soit des maladies thromboemboliques, je pense ici à la maladie de Mondor, qui est une thrombophlébiite des veines dorsales de la pénis, ou bien que ce soit des athéroscléroses, vous comprenez que cela aura un impact sur la qualité de l'érection. Si l'artère est bouchée, si la veine est bouchée par des plaques d'athérome, effectivement, vous allez comprendre que l'érection ne sera pas de bonne qualité. Un peu de neurophysiologie, l'érection est sous contrôle sympathique et autosympathique par les plexus hypogastriques supérieurs et inférieurs. Nous avons les chaînes T1, T11, L1, nous avons S2, S4 qui vont envoyer des innervations communes à la vessie, à la prostate et à la verge. Par rapport à la verge, nous avons les nerfs caverneux, les nerfs dorsales. Donc, ces nerfs vont pouvoir agir au niveau lors de la stimulation sexuelle pour provoquer l'érection. Alors, comment se déroule le rapport sexuel normal? Il y a d'abord la stimulation visuelle ou bien olfactive. Les sens. Les sens, c'est ce que le regard, les yeux voient, qui vont communiquer au cerveau le message, un signal. Ce signal-là va circuler le long du névas, arriver au nerf érecteur, qui, à leur niveau, vont décharger dans les muscles lisses de la verge. Je peux continuer? Oui. S'il vous plaît. Veuillez éteindre vos micros, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Je disais donc que l'érection commence par une stimulation. Elle peut être visuelle, donc ce que nous voyons. Et cela, nous comprenons tous l'attrait pour les films pornographiques que certains hommes ont pour pouvoir assouver un plaisir sexuel. Donc, mais il y a également les odeurs, que ce soit les odeurs agréables, donc les fantasmes aussi, le toucher et ce qu'on entend. L'homme peut stimuler par une parole attentionnée ou bien une parole coquine, comme dit l'autre, et cela peut déclencher, lui, le signal érecteur. Donc, ce signal-là a besoin, pour qu'il y ait une bonne érection, nous comprenons qu'il faut un bon système nerveux. Donc, c'est à la fois un problème. Une bonne érection implique à la fois donc, les neuromédiateurs, notamment le chef de file, c'est le monoxyde d'azote, NO. Il faut des bons vaisseaux, artères et veines. Il faut des bons nerfs, système neurologique. Et il faut des tissus fonctionnels. Je veux dire, il faut que l'organe existe, il faut que le corps caverneux soit en bonne qualité, voire s'enfler, se gorger de sang et se dégorger de sang à la fin de l'acte. Donc, voilà un peu en détail sur le cours sanitaire. Nous voyons là les deux corps caverneux
en haut ici, avec l'artère, vous voyez bien la flèche qui oriente le sens d'arrivée du sang et les veines par lesquelles le sang va refluer à la fin de l'acte sexuel. Nous avons le corps spongieux là et puis l'urètre qui est mobile. Donc ça, c'est nous voyons donc également en bleu, le nerf recteur qui va libérer les neuromédiateurs chimiques qui sont les monoxydes d'azote. Alors, en résumé, en synthèse, nous avons donc les différentes phases de réponse sexuelle masculine. Nous avons la phase du désir. Donc, le désir provoqué par le contexte, l'environnement, les stimulations visuelles, comme je l'ai dit tantôt, auditives, ou bien toute autre stimulation. Nous avons la phase où l'organe commence à se redresser progressivement, la phase de tumescence. Puis après, quand la phase de tumescence qui vers sa fin, on est en plateau. C'est le moment où l'acte sexuel a commencé réellement, ou c'est le moment où il y a la pénétration, ou bien il y a d'autres jeux sexuels. Puis après, il y a le moment du plaisir, l'éjaculation, puis il y a la phase de résolution. À la phase de résolution, il n'y a plus de stimulation possible. C'est que c'est une période réfractaire. Vous vous rappelez bien, dans nos cours sur l'influx nerveux, quand le nerf est stimulé, il y a une période réfractaire. À ce moment-là, les stimulations ordinaires de l'homme sont douloureuses. La zone érogène devient même douloureuse, sa stimulation est douloureuse et l'homme se repose. Donc, voilà donc schématiquement comment Master et Johnson sont les principaux auteurs qui ont fait cette étude-là, ont réparti la sexuelle masculine, sabbat masculin. Lorsque le trouble érectile vient, il y a des répercussions sur la vie de l'homme. Il peut, au début, nier le problème, le banaliser, ou bien il peut, et cela quand il le banalise, à la longue, il finit par avoir des comportements d'évitement. Bon, il rentre tard, il se couche tôt, il se couche trop tard. L'idée, c'est d'éviter de se trouver en situation d'échec, puisque ne faisant plus l'acte, il ne risque plus d'avoir des échecs lors de l'acte. Donc, il évite, il peut être très câlin, ou bien il peut être il est toujours occupé, et donc, voilà. Cela va finir par atteindre à sa vie en termes de qualité. Une mauvaise humeur, dépression, et au début, c'est lui seul qui vit le mal, mais cela aura, in fine, une répercussion dans son couple, si c'est un homme qui est en couple. Et la tension naît, et sa compagne va émettre plusieurs hypothèses sur son absence, et donc cela va créer des disputes à n'en point fini, et avoir donc des conjugopathies. Et donc si cela aboutit éventuellement à une séparation, et il aura du mal à avouer que sa séparation est due à une dysfonction érectile. Comment est-ce qu'on diagnostique une dysfonction, une insuffisance érectile? Il y a le quand et le comment. Le quand, c'est, nous pouvons avoir une situation. La situation idéale, c'est l'homme qui vient en consultation et qui en parle. Le docteur ou bien major, voilà, mon érection, ça ne marche plus. Quand je vais au lit, je n'ai plus de satisfaction. Ou bien c'est le monsieur qui, à la fin de la consultation, vous avez fini les venus pour hypertension ou bien pour chose, maux de ventre. Et à la fin, en voulant se lever de votre salle de consultation, il vous dit, ah, mais docteur, au fond, cette fois-ci, je suis fatigué. Et puis, en creusant un peu la fatigue, vous comprenez que ce n'est pas la perte d'énergie physique, mais musculaire, mais c'est plutôt une fatigue érectile. Alors, si vous êtes à la fin de la consultation, ou bien que c'est le 15e patient de la journée, le médecin n'a peut-être pas le temps de se consacrer correctement à sa prise en charge. Il ne faut pas le banaliser, il ne faut pas le chasser. Bien. Il faut lui donner un rendez-vous pour revenir afin de mieux en parler. Comment en parler? Il ne faut pas poser de jugement sur le sujet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas poser de jugement sur le sujet parce que cela va entraîner des problèmes. Le patient peut se retrouver comme jugé. Le médecin n'a pas à juger s'il est trop jeune ou trop vieux. Oh non, monsieur, vous avez 85 ans, vous parlez de ça encore. Ou bien, monsieur, vous êtes trop jeune. Non, ce n'est pas le rôle du médecin de parler de ça. Ce n'est pas son rôle.
Donc, quel que soit l'âge du patient, il est important de l'écouter parce que c'est une souffrance. Et dans les questions qu'on va lui poser, il faudra savoir si l'envie est là. Est-ce que le désir est là? Il y a parfois des patients qui sont envoyés en consultation sous la pression de leur partenaire. Donc, le monsieur n'a pas envie, mais comme la femme l'impose, il vient. C'est un mauvais patient à soigner parce qu'il ne fera aucun effort. Donc, il est important de savoir si l'appétit sexuel est là, est-ce que la libido est là. Et plusieurs questionnaires ont été conçus par des spécialistes qui permettent d'aborder les différents aspects de l'agression et également de suivre les traitements qui vont être mis en place. Ces questionnaires permettent de suivre si le traitement a été bien suivi et de voir les améliorations de façon quantitative, si cela s'est produit ou pas. Des questions clés à poser. Il faut se demander aux patients si les réactions du matin existent. Les réactions matinales qui surviennent peut-être vers la fin de la nuit. Est-ce que le patient, cette érection-là, persiste? Il faut renseigner ses antécédents. Est-ce qu'il prend un traitement? Pourquoi il prend le traitement? Hypothyroïdie, hyperthyroïdie, diabète. Est-ce qu'il a été opéré récemment ou bien dans le passé pour une chirurgie du testicule, pour une chirurgie d'hémorroïdes, une chirurgie pour cancer quelconque, chirurgie du rachis, hernie discale, compression médulaire? Et il faut faire un examen complet du patient. Un examen complet, tête aux pieds, et surtout au niveau des organes sexuels. Il faut voir ça, c'est les seins, la poitrine. Est-ce que le patient a une gynécoplastie? Au niveau de la verge, est-ce qu'il y a des modules dans la verge? Est-ce que la taille de la verge, par rapport à son âge, par rapport à son profil, est-ce que la taille de la verge est acceptable? Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce que le testicule est minuscule? Est-ce que les poils sont bien distribués? Quel est son morphotype? Est-ce qu'il a une obésité abdominale ou pas? Donc, c'est des questions, c'est des choses qu'il faut voir. Le patient, il faut les amener donc complètement. L'examen médical complet que vous avez tous fait. Donc, voilà. Alors, donc, quelques outils utilisés pour évaluer. Je vous disais que les étudiants savants ont conçu des outils pour permettre au patient lui-même de répondre à des questions facilement, soit devant vous, ou bien il remplit les questions à la maison avant de venir vous voir. J'ai choisi trois questionnaires. Le premier questionnaire, c'est l'UHS, c'est en anglais, hein, qui est le score de la rigidité de l'érection. Tout à l'heure, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Le score des hommes et l'inventaire de la fonction érectile. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer les deux scores-là, l'UHS et l'UEF. L'UEF comporte 15 questions au départ, mais il y a des versions courtes de 5 à 6 questions qui sont utilisées. Et tout à l'heure, je vais voir avec vous la version à 6 questions. Voilà, donc des outils que vous pouvez utiliser, avoir ça dans votre cabinet, avoir ça en photocopie, et le patient qui vient vous le donner, et il remplit, il coche, et la prochaine fois, il vient avec, voilà, pour que vous puissiez discuter sur des bases scientifiques. Voilà, donc voilà un peu le score de la rigidité. Alors, observez bien, il y a 1, 2, 3, 4, et puis au-dessus, vous avez DE sévère, DE modéré, DE léger, DE. Ce DE modéré, DE sévère, modéré, DE là, ça c'est les réponses du questionnaire de l'IEF. Donc, il y a un parallélisme qui a été effectué entre le score de rigidité. Donc, un patient qui dit pénis gonflé sans rigidité, on peut le considérer comme DE sévère entre 6 et 10. Voilà, donc ici, soyez plutôt concentrés sur les quatre phases 1, 2, 3, 4, qui sont le score de la rigidité de l'érection. Le patient lui-même, il l'apprécie et il pointe, il choisit un chiffre. Et par rapport à ce chiffre-là, vous pouvez deviner si son érection, si son érectile est sévère ou bien si c'est une érectile, bon, s'il n'y en a pas du tout d'ailleurs. Voilà, donc voici le score de l'UF 6. Donc, c'est 15 questions au départ, mais 6 ont été utilisées pour aller vite en consultation. Vous comprenez? Donc, la question 1, c'est à quelle fréquence avez-vous pu avoir une érection au cours de vos activités sexuelles au cours des 6 derniers mois? Donc, le questionnaire exploite les 6 derniers mois. Et donc, le patient choisit, il a une des réponses, presque jamais ou pas, rarement, quelquefois, après le temps, presque tout le temps. Bon, alors, c'est un questionnaire qui est en français.
Et vous et moi, qui sommes en Afrique, vous savez que tous nos patients ne parlent pas français. Alors, dans quelle langue? Comment traduire ça en arabe, ou en espagnol, ou bien en tchoula, en fond, ou bien en bariba, dédi, en Hausa, en Lingala. Donc, la question est là. Comment vous traduire ces questionnaires-là? Presque jamais ou pas, rarement quelquefois. Je ne sais pas si toutes ces nuances-là existent dans nos langues locales et comment les traduire. Mais voilà, pour nous qui sommes médecins et agents de santé, questionnaire. Donc, question 1, question 2, 3, 4. Donc, à chaque question, il a 5 possibilités de réponse. Ce que j'ai mis en tiret. Question 1, question 2, question 3, question 4, question 5, question 6. Donc, à la fin, quand il a fini de cocher ses réponses, vous allez le classer. S'il est entre 6 et 10, question DE sévère. DE, là, c'est pour dysfonction érectile. DE, dysfonction érectile. S'il y a un 21, 11 et 21, donc modéré. Et je vous ai rappelé tantôt qu'il y a une correspondance entre ces deux questionnaires. Questionnaire de rigidité et de l'IEF. Voilà un peu le tableau là qui récapitule les deux questionnaires et leur parallélisme, leur correspondance. Dans ce questionnaire-là, vous pouvez le remettre à un patient, il fait le faire à la maison, il revient avec chaque fois et vous évaluez. Dans l'entretien, ça c'est ce schéma-là, je l'ai pris sur Internet. Pour voir ce schéma, ça fait rigoler, ça fait sourire, mais surtout, il faut voir l'âge. Si le patient lui-même ne vous pose pas la question de ses problèmes érectiles, il faudra quand même être vigilant par rapport à l'âge du patient. Et en fonction de son âge, il faut que le médecin aborde le sujet. Donc déjà, à partir de 50 ans, nous voyons bien que sur ce schéma-là, qui est humoristique, à partir de 50 ans déjà, l'organe n'est plus tout à fait, les pannes sont fréquentes. Nous avons dit, pourquoi en parler, que c'est moitié des hommes de 50 ans ont des problèmes d'érection. Donc, si le médecin est vigilant, ce serait bien qu'il puisse en parler, aborder le sujet et ainsi tendre la main au patient afin que celui-ci puisse s'épancher là-dessus. Donc, pouvoir savoir y penser et aborder la question avec le patient. Si nous suivons ces diverses étapes-là, les questions sur l'érection matinale, la présence de l'envie ou non de l'envie, marié ou non marié, on peut arriver grossièrement à classer le patient dans un des deux groupes qui figurent là. Est-ce que c'est une érection à prédominance? Vous voyez bien le mot, hein, à prédominance. Nous avons par le passé entendu parler d'érection, cause psychogène, cause organique, mais ce n'est pas vraiment tranché comme ça. C'est des prédominants. Donc, le volet psychogène peut être prédominant ou bien le volet organique, en sachant que l'un et l'autre sont entremêlés. Donc, si à la fin de votre consultation, le patient il vous dit que l'apparition des troubles, des symptômes, ça fait brutalement, il peut vous dire, c'est arrivé une nuit, tel jour, c'est arrivé le 23 avril 2022, ou bien c'est arrivé le 22, c'est arrivé à telle heure, c'est brutal. Mais que la nuit, l'érection matinale nocturne persiste, que l'envie est là, qu'il n'y a pas de absence de dévalidation. Bref, donc si vous voyez que vous parcourez le personnel là, vous arrivez à classer grossièrement quel est l'élément prédominant. Cela est important pour le choix thérapeutique après. Si c'est un patient que vous classez dans cause psychogène prédominant, vous allez devoir beaucoup insister sur l'approche psychologique. Et s'il le faut, si vous n'êtes pas compétent, l'envoyer à un sexologue, lui faire essayer un clin d'œil au docteur de souci, ou bien l'envoyer à un neurologue ou bien à un gynécologue qui est compétent dans la matière, ou bien tout agent de santé formé dans cette discipline-là, ou bien un psychologue ou bien un psychiatre. Parfois, ça peut être utile. Si c'est organique, si c'est un diabète qui est à la place, il faudra penser à un diabétologue. Si c'est un trouble d'endocrinien, il faudra un endocrinologue. Voilà, donc c'est bon de savoir ces pistes-là pour orienter vos investigations paracliniques. Pourquoi paraclinique, seul le bilan biologique utilise, c'est vérifier s'il n'y a pas un diabète, l'hémoglobine glyquée, le profil lipidique, d'accord, et en fonction de l'âge, faire un dosage des androgènes masculines pour voir s'il n'y a pas une baisse de cet androgène-là dans le sang.
Les autres examens que vous allez lire ici et là, en Afrique, ce n'est pas très souvent fait. D'accord, pas très souvent fait. Études de la rigidité nocturne, bon, c'est bien beau, mais bon, je ne sais pas si beaucoup de nous ont déjà fait ça dans leur exercice quotidien. Les causes sont nombreuses. Et je le répète, c'est un message clé dans cette présentation, c'est de savoir que la pratique sexuelle, les substances érectiles n'est pas souvent isolée, surtout quand l'âge avance. C'est souvent le reflet d'une situation organique dangereuse. Donc, je pourrais dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, la cause peut être psychogène, neurologique, vasculaire, hormonale, tissulaire, c'est toute lésion de coq caverneux, de cause spongique, surtout des coq caverneux, qui peut altérer donc la qualité de l'érection qui va arriver. Cause psychogène, dépression, l'angoisse de la performance. L'angoisse de la performance, c'est le monsieur qui a une panne sexuelle, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à avoir un rapport sexuel. Et puis, de ce moment-là, tous les rapports qui viennent après, il a peur d'échouer. Il a peur d'échouer. Cette peur-là fait qu'il tombe dans, il échoue. C'est ça que nous appelons l'angoisse de la performance. Donc, il faut si c'est ça, il y a des solutions à proposer aux patients pour qu'ils puissent passer cette peur-là et retrouver toute sa confiance en lui-même. Causes neurologiques, diabète, l'alcoolisme, la sclérose en plaques, la chirurgie du rachis, j'en ai parlé tantôt. Donc, les causes vasculaires, l'HTA, la radiothérapie aussi, hein, les antipétenseurs. Les antipétenseurs, on peut les mettre vasculaires ou bien iatrogènes. Les antipétenseurs sont des gros pourvoyeurs de dysfonction érectile. Et je vais y revenir plus loin. Tissulaire. Maladie de la péronie. La maladie de la péronie, c'est une maladie caractérisée par la formation de plaques, de nodules dans le corps caverneux qui entraîne une coudure de la verge. Donc, je vous invite à la fin de la conférence peut-être à regarder sur Internet. La péronie, c'est spectaculaire comme maladie. Donc, c'est une maladie dont la physiopathologie n'est pas encore très bien, dont l'éthopathologie n'est pas encore très bien connue. Alors, j'ai mis ici au tissulaire les fractures de verge. Fracture de verge, le mot peut faire sourire. La fracture de verge, c'est une rupture de la virginité du corps caverneux. Et cela se fait lors d'un rapport sexuel ou bien lors d'une manipulation de la verge en érection. Et cela se caractérise par une déchirure des corps caverneux. Et lorsque cette fracture de la verge est méconnue, qu'elle n'est pas bien réparée, elle va être source de dysfonction érectile. Parce que chaque fois qu'il y a érection, une douleur va apparaître et la douleur va éteindre l'érection. Voilà, donc c'est un schéma, une image pour dire, il n'y a pas une os dans la verge, mais c'est pour dire que lorsque la verge est en érection, son enveloppe est fragilisée et amincie, et cela facilite les déchirures, si des mouvements brutaux se font là-dessus. Les causes hormonales, avec l'âge, l'homme peut avoir un déficit en hormones. Certains, on appelait ça andropause, mais aujourd'hui, nous l'appelons déficit en testostérone. Alors, mais il y a également des hommes qui ont un hypogondrisme central ou bien acquise. Un patient dont la queue de hernie inguinale a été mal faite, dont les cordons spermatiques ont été ligaturés. Bon, ce patient-là, son testicule va s'atrophier progressivement. Ou bien un patient qui a eu des torsions du cordon somatique méconnues et maltraitées, ou bien traité trop tard, ce patient il va finir par avoir des syndromes d'hypogondrisme. Et que les hormones masculines, leur taux vont diminuer dans ce corps. Aussi, qui dit manque de testostérone, dit également incapacité à avoir une érection jusqu'à commettre un acte sexuel. La cause iatrogène, ça c'est un volet totalement à part. Pour se sortir, je nous propose de prendre des médicaments de nos patients et de regarder. Parce qu'il y a dans presque toutes les spécialités, il y a des molécules qui sont des érections killer. D'accord? Donc, pour ne pas s'encombrer l'esprit et le cerveau, il faut demander au patient qu'est-ce qu'il prend comme traitement et de regarder la notice. Nous allons avoir des surprises.
de voir qu'il y a beaucoup de médicaments que nos patients prennent qui sont des médicaments qui bloquent l'érection ou bien qui dégradent la qualité de l'érection. Alors, l'âge, j'ai mis ça à part. L'âge, est-ce que le fait d'être âgé, qui est une bénédiction que nous souhaitons tous, est-ce qu'on peut voir ça comme cause de dysfonction érectile? Mais le constat est là qu'avec l'âge, la qualité de l'érection se dégrade. Et donc, on a besoin de plus de traitement quand l'âge évolue. À la fin de l'interrogatoire, l'examen clinique, les impacts cliniques, nous en arrivons à une synthèse. Une synthèse, est-ce que le patient, son problème d'érection est lexicogène prédominant? Si c'est le cas, il faut lui remettre en confiance. Il faut le remettre en confiance. Et cela, on peut lui redonner confiance en le mettant d'emblée sous traitement. Et dès qu'il va prendre le traitement oral, s'il retrouve sa confiance, s'il retrouve l'érection, après il arrête. Parce que, en réalité, l'événement psychologique est passé. Il reprend confiance en lui-même. Sinon, on l'envoie chez un psychothérapeute, un sexologue, ou bien un neurologue compétent en la matière, ou bien un généraliste compétent en la matière, ou bien un gynécologue également compétent en la matière. Ou bien toute spécialité médicale qui peut régler ce problème. Ou alors, nous déduisons qu'après avoir écouté son cause organique, un diabète peut-être, une hypertension, un AVC, etc. Alors, donc, on met le traitement en place avec des règles d'hygiène de vie. Souvent, si c'est un patient qui est tabagique ou alcoolique, il faudra bien l'encourager à arrêter de fumer ou de boire de l'alcool. Et au bout de 3 mois, on fait une réévaluation. La réévaluation permet de deviner est-ce que le traitement a marché, est-ce qu'il faut envoyer un spécialiste ou bien il faut revoir d'autres aspects thérapeutiques. Voilà donc un schéma synthétique de comment, à la fin de la consultation, nous pouvons classer nos patients et suivre un arbre décisionnel. Comment soigner? Donc, nous venons de voir, nous avons fait un rappel sur l'anatomie de la fonction érectile, comment la situation se déroule. Nous avons vu les signes, nous avons vu quelles sont les causes, les principales causes, et nous avons vu maintenant, nous sommes en train de voir comment on soigne. Pour soigner un patient, il faut qu'il soit demandeur de soins. Si vous n'êtes pas sûr que le patient demande de soins, il ne faut pas vous perdre votre temps. Parce que s'il n'est pas demandeur de soins, je crois que le fait de ne pas demander de soins peut également être un tableau qu'il faut investiguer. Pourquoi il ne veut pas avoir le soin? Ça, c'est le domaine du psychologue d'aller fouiller ça. Mais sinon, pour un clinicien somatique, un patient qui n'est pas demandé de soins, je pense qu'il ne faut pas trop forcer à le prendre un traitement. Sinon, vous serez même frustré de constater l'échec de votre traitement. Ce n'est pas votre traitement qui a échoué, mais c'est le patient qui n'a pas collaboré à votre traitement. Donc, il faut instaurer une relation de confiance. Donc, le patient qui vient, il ne faut pas l'accueillir avec votre réaction sur votre bien ce matin en consultation. Si vous n'êtes pas déjà avec lui, si vous n'avez pas déjà habitué avec lui à avoir certains rapports de confiance, la question peut être choquante en début de consultation. Donc, il faut trouver le bon moment pour en parler. Et donc, lui exposer, comme je l'ai dit à mi-parcours de mon exposé, lui exposer les moyens qui existent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens pour traiter des problèmes d'érection. Il faut relativiser. C'est quoi relativiser? Le monsieur qui a 45 ans qui vient vous voir et qui est affolé, mais il faut lui dire que dans la circulation, quand il venait ici pour voir, qu'il a dépassé, il a un tiers des gens, des hommes qu'il a vu en circulation, que n'ont plus que lui. Et que là où il joue le belote, là où il va jouer le belote, bien sûr avec qui il joue football le samedi matin, qu'il y a les tiers qui ont une direction, mais que personne ne lui en parle parce que les hommes ont honte d'en parler. Donc il faut le relativiser pour dire que le monsieur, vous n'êtes pas exceptionnel. Beaucoup d'hommes ont ce mal-là, mais ils n'en parlent pas. Et les solutions qui existent, les voilà. Quels sont les moyens? Il y a plusieurs moyens. Il y a les moyens des traitements oraux. Dans tous nos pays, nous avons des foires à médicaments traditionnels. On parle des bagues, des cure-dents magiques, des pommades, des solutions. Donc, je pense que l'Afrique est riche en aphrodisiaques. Chacun dans sa culture en a entendu parler déjà. Et les pharmacies, les pharmaceutiques aussi en proposent en pharmacie. Donc, bon, vous pouvez essayer toujours. Et il y a les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5. Alors, ces médicaments, c'est Viagra, commercialisé en 1998 par la firme Pfizer. Alors,
depuis 1948, beaucoup de molécules sont sorties sur le marché et nous allons voir plus loin la différence entre ces différentes molécules. Nous avons les suppositoires transurétro. Bon, suppositoire, ça peut surprendre. C'est un dispositif qui permet d'injecter le produit médicament dans l'urètre. Et la molécule utilisée, c'est l'alprostadine. Il y a des crèmes d'application locale, donc appliquées sur la verge, sur le gland. Il y a des pompes à vide. Nous allons voir un exemple plus loin. Donc, c'est des pompes aspirées, des pompes sous vide. Il y a les injections intracaverneuses. Nous sommes là. Donc, ce sont des solutions, ce sont des produits qui vont déclencher l'érection. Donc, on les injecte. Donc, c'est des seringues pré-remplies qui sont introduites, qui sont injectées dans le coq caverneux. Le patient même est rééduqué à le faire. Donc, au départ, c'est le médecin qui fait l'injection sous contrôle. Et après, le patient lui-même est éduqué pour faire son auto-injection. Les prothèses pédiennes, il s'agit de remplacer, disons, le coq caverneux par des prothèses qui sont rigides ou bien semi-rigides. Nous avons également des substitutions androgéniques. Il s'agit de remplacer, de compléter le taux de testostérone chez les hommes chez lesquels les taux sont insuffisants. Il y a également les ondes de choc. Les ondes de choc, les ultrasons, il s'agit d'un principe qui voudrait que en stimulant le tissu coq caverneux avec l'onde de choc, cela va créer une néo-angiogenèse, c'est-à-dire que de nouveaux vaisseaux sanguins vont se former et vont donc corriger les problèmes vasculaires. Donc, il s'agit donc d'une revascularisation, on va dire comme ça, par ultrasons. Donc, provoquer des ondes de choc vont provoquer une revascularisation des coqs caverneux. Et puis, il y a la psychothérapie avec différentes modalités. Il y en a beaucoup. Et donc, je vous encourage, ceux qui sont intéressés par ce sujet-là, de voir tout ce qui concerne la psychothérapie et ses différentes modalités thérapeutiques. Alors donc, voilà 3 inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 qui ont été comparés sur ce schéma-là. Ils varient par leur posologie, par leur plantation, par leur durée d'action et par leur contre-indication. Retenons que la contre-indication majeure de ces médicaments, c'est les dérivés nitrés. Les dérivés nitrés qui sont des contre-indications absolues. Il faut aussi dire que les inhibiteurs de type CYP2E5 ne sont utiles que quand le patient a une situation d'acte sexuel. Il faut y avoir une stimulation sexuelle. Donc, il ne faut pas déclencher les réactions eux-mêmes. Il faut qu'il y ait une stimulation sexuelle avant que le médicament ne soit efficace. Alors, bon, ça, c'est un schéma de pompe à vide. Donc, vous voyez bien, c'est un dispositif qui permet qu'on met au-dessus qui recouvre la verge, et puis la pompe aspire le vide, l'air. Et cette air-là, le fait de créer une dépression ici, fait que la verge va se distendre. Et à la fin, lorsque c'est obtenu, on met un anneau à la base, voilà, pour que l'anneau maîtrise, retienne le sang dans le corps caverneux. Alors, comment soigner? Tout cela est bon. Tous les moyens que nous avons cités sont peut-être bons, mais le saut, il ne faut pas oublier les comportements géniques, les mesures diététiques, le tabac, tout ce qui est psychotrope, les drogues. Il faut vraiment encourager le patient à les éviter. Le sport, pas le sport intensif jusqu'aux déchirures, mais l'activité régulière. Parfois, bien souvent, le médecin doit apprendre à rééduquer le patient sexuellement. Le rééduquer, c'est que tout acte sexuel n'est pas forcément génital. Il n'y a pas que la pénétration qui fait que l'acte sexuel est plaisant. Il y a plusieurs solutions complémentaires. Donc, il faut rééduquer le patient sur les principes de la sexualité, les différentes phases, comment y en arriver, les préliminaires. Tout cela, il faut que le médecin ait le temps. Parce qu'il faut le temps vraiment. Quand vous avez 30 patients à consulter, le temps n'est pas forcément ce que vous avez le plus. Donc, il faut que le médecin ait le temps de respecter le patient sur le plan sexuel. Parfois, il y a des gens qui ont grandi, mais qui n'ont pas une bonne connaissance de la sexualité. Il faut leur expliquer.
Donc, voilà, on évite. Bon, on a vu, on a entendu les personnes dire ça, après avoir posé des émissions à la radio-télévision, que les médecins doivent poser des questions sur leur érection. Bon, c'est une question que je nous pose, tous, c'est une question ici. Est-ce qu'un patient qui n'a pas un problème de santé, on va le voir pour dire, monsieur, venez, est-ce que votre érection se porte bien? C'est un débat sur lequel nous devons chacun faire notre opinion. Parce que un patient qui vient vous voir pour c'est pas, une diarrhée, est-ce que vous allez demander, monsieur, est-ce que votre érection se porte bien? Bref. Donc, certains, on pense que les médecins devraient chaque fois demander à les patients s'ils ont un peu de santé érectile. En urologie, pour nous, c'est automatique. C'est fréquent que nous le demandons parce que la prostate, c'est le problème, nous savons le lien qu'il y a entre les deux. Mais pour un patient qui est médecin qui n'est pas spécialiste de la sexualité, est-ce que c'est pertinent pour lui de demander à un patient qui vient pour sinusite si son érection se porte bien? C'est une question à demander, c'est une question qu'il faut nous poser et chacun fera selon son bon sens. Qui va soigner ces malades-là? C'est une question de compétence. Un neurologue peut ne pas s'occuper des patients qui sont de détection érectile parce que c'est pas son dada, il n'aime pas ça, ou bien ça lui prend le temps, et il a autre chose à faire. Donc, chacun il ira selon son ressentiment par rapport à ça. Mais idéalement, c'est que tout médecin doit pouvoir au moins, après les généralistes, tout infirmier chef, tout infirmier de d'État, cette femme doit pouvoir quand même déblayer le terrain, identifier les facteurs de risque, est-ce qu'il y a un diabète, est-ce qu'il y a une hypertension artérielle, et orienter le patient vers celui qui peut lui apporter des solutions. Mais surtout, il ne faut pas banaliser le problème. C'est vraiment ça qui est capital. Pas banaliser le problème. Et lorsque l'érection de l'homme est problématique, il ne faut pas oublier également comment la femme vit la chose. Donc, interrogeons l'homme, prenons-le en charge, mais faites un clin d'œil à la femme. Peut-être que c'est elle qui induit la dysfonction érectile chez l'homme. Donc, il faut parcourir, il faut essayer d'explorer le couple pour voir un peu si, pour les féminins, il n'y a pas également des choses à corriger ou à améliorer. Alors, dans le traitement, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être expérimentées et qui vont peut-être venir plus tard. Il y a la thérapie par cellules souches. Il s'agit de prendre les cellules souches et de les injecter dans le corps caverneux afin que ces cellules souches-là puissent régénérer, réparer les cellules endommagées et que l'érection puisse reprendre. Donc, il s'agit là maintenant des solutions pour réparer l'organe sexuel. Réparer la verge, je peux dire comme ça. Il y a également le placement riche en plaquettes qui sont également étudiés pour également renforcer l'érection. Nous sommes vers la fin. Alors, pour conclure, nous pensons qu'on n'en parle pas assez. Les hommes sont très pudiques d'en parler, ou bien quand ils en parlent, de leur érection, c'est toujours en termes glorieux. Et la sexualité masculine n'est pas une question de rigidité. Ce dessin-là, cette image, cette photo, vous voyez bien, c'est un adolescent qui a porté un anneau à la racine de la verge pour pouvoir prolonger son érection. Mais vous voyez bien qu'en l'état actuel, ce schéma, ces photos-là, la verge est bien gonflée, certes, mais l'anneau strangule si bien que l'acte sexuel voulu ne peut pas avoir lieu. Mais si rien n'est fait, cette verge-là va se perdre, va nécroser et tomber. Pour ceux qui ont vécu ce patient-là, je les remercie. C'est un patient qui a été géré par le service de CNHU à Cotonou. Il a fallu faire appel à des ouvriers qui ont des scies à métaux électriques pour pouvoir sectionner l'anneau. L'anneau en question était une pièce de mécanique autour. Hein. Donc, voilà. Donc, les fantasmes, la méconnaissance de ce sujet peut faire que les hommes peuvent faire des erreurs graves pour leur sexualité. Voilà. Alors, le quiz à la fin. Est-ce qu'il y a une cause fréquente? Les causes sont mixtes. La réponse que je vous propose, les causes sont mixtes, les causes sont intriquées. Ça peut commencer par le psychologique et finir par le somatique. C'est que quelqu'un qui a une part sexuelle dans le psychologique, il ne fait plus d'érection régulièrement, il va finir par provoquer une atrophie musculaire.
Le fait que la verge ne soit pas en érection va créer finalement une sclérose des muscles de la verge. Et donc, quand il sera en mesure de faire, il n'y aura plus d'érection. Donc, le somatique va traiter donc de l'organique. Vice versa, celui qui a une maladie organique, qui entache son érection, le fait de ne pas avoir l'accès sexuel va jouer sur sa psychologie aussi, de retrait, d'évitement. Donc, les causes sont mixtes. Donc, je vous remercie pour votre attention.